Bon, alors Jacques, on est chez Yuxel ici, dans ce que moi j'appelle son chez-soi. Les gens appellent ça de temps en temps son atelier, son studio. C'est son antre, c'est aussi sa fabrique des Arthurs. Et toi, tu as connu son ancien appartement, tu connais cet appartement. Comment tu te sens ici? C'est quoi pour toi ici? Mais je crois qu'il a fait un cadre qui était à son image. Il n'avait besoin de ce côté collectionneur et puis art primitif parce que c'est un peu ses racines. Lui, il a commencé son travail par s'intéresser à la préhistoire. Donc ça veut dire tout ce qui était premier, primitif, ça ne le concernait. Parce qu'il y avait moins sans doute de morale, de pudeur, tout ça, enfin c'était plus direct. Et ici, il a réuni, par exemple, tout ce que tu vois, là, les objets africains, des instruments de musique, des masques et tout ça. Des enluminures. Oui, des ustensiles du quotidien, des folklore. Et puis des phallus. Et des phallus. Oui. Et pour lui, un jour, il m'a dit, c'est mon seul dérivatif. Chaque soir, je les regarde et chaque matin, je les retrouve avec le même plaisir. Cette présence me donne de l'énergie pour continuer mon travail. C'était comme si le cadre qu'il avait fait autour de lui, il s'en nourrissait pour son travail. Pour créer. Oui, et puis, quand une fois je lui avais dit ironiquement, mais c'est un véritable musée d'art primitif africain, il avait dit que, comme toujours, quand il prend la plaisanterie, ça m'amuse, il faut bien s'amuser dans la vie. Donc, ou c'était sérieux pour dire, chaque matin je puise mon énergie, ou alors c'était sur le temps de la rigolade, parce qu'il avait ce côté de prendre tout quand il parlait à la rigolade. Et puis en même temps, moi j'ai toujours aussi un peu pensé, il s'est créé aussi un peu son musée personnel. Oui, mais il s'en servait pour ses Arthurs, puisque après, il a fait pas mal d'Arthurs consacrés à l'art primitif, à l'art africain. Pour lui, ça faisait partie de son travail. Et c'était pas figé, hein, au fil des années, toi comme moi, on a vu beaucoup évoluer ici. Oui, totalement. Ouais. Mais c'est comme si il avait besoin de ce vêtement pour exister. C'est une protection et puis aussi un vêtement qui lui allait comme un gant, quoi. Et tu veux un peu raconter comment vous vous rencontrez, Yuxel et toi? Ah oui, c'est une drôle d'histoire. C'est Roland qui m'a parlé de Yuxel. C'est Roland Topor, ils étaient assez liés. Moi, je faisais une revue qui s'appelait Le Foupard. Et tout de suite, quand j'ai vu l'œuvre de Yuxel, je lui ai proposé de figurer dans les numéros. Il était content. Enfin bon. Et puis, il a eu cette exposition Influence chez Briance. Et j'ai été la voir, et de l'exposition Influence, c'était tous des gens qui m'intéressaient, parce qu'un de nos points communs, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est la poésie. Et donc il y avait beaucoup dans les influences de poètes et tout ça, mais ça restait énigmatique. Et j'ai vu les gens qui déambulaient dans la galerie, et même des amis, tout ça. Il reconnaissait l'œuvre d'Arslan, mais il ne rentrait pas dedans, il n'y avait pas d'histoire autour, il n'y avait pas de lien. Et donc moi, lorsque ça s'est terminé, je lui ai demandé de la revoir chez lui, ici, et qu'il en parle. C'est là que commence votre longue amitié spéciale de... Oui, parce que tout d'un coup, il s'est mis à sortir ses grands cahiers où il prenait des notes. Lorsqu'il lisait, enfin on y reviendra encore, c'est un lecteur, lorsqu'il prenait des notes pour faire ses Arthurs, il remplissait des cahiers au fur et à mesure de ses lectures, de bribes de poèmes, de citations et tout ça. Et lorsque il m'a parlé de chaque Arthur d'influence,
il racontait des histoires très humaines, il rigolait, c'était un conteur formidable parce que c'était toujours des détails, mais il avait tellement accumulé de précision sur les auteurs, oui, sur déjà sur l'œuvre, mais sur le comportement humain de l'auteur. C'est ça qui l'intéressait aussi, tous les détails de vie et tout ça, et c'était très très vivant. Parce que c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que vraiment, Yüksel était d'abord et avant tout, bien sûr c'est un artiste, mais il se nourrissait de lecture. Il sortait donc tous les samedis, essentiellement les samedis, pour faire toute la tournée des librairies. Et il avait besoin peut-être d'une quinzaine de livres par semaine pour se nourrir. Et donc je sais que vous commencez à échanger, et tu dis c'est d'abord la poésie. Oui, c'est la poésie, mais lorsque j'ai vu ça, bon, il a continué à travailler, on s'est vu à ce moment-là à la Palette, et un jour, on a été déjeuner avec Ferit chez un Chinois du quartier, et il a parlé qu'il faisait qu'il commençait une nouvelle série sur l'homme, qu'il était maintenant un scientifique et que maintenant la poésie, il n'en avait plus rien à foutre. Et que ça t'a déçu, ça? Non, c'était drôle, c'était un amusement entre nous. Après, lorsque je l'interviewais sur l'homme, il me disait, mais moi je suis pas poète, enfin, alors que il y a que ça qui me touchait. Mais bon, donc il a dit qu'il avait entamé une série sur l'homme, et j'ai dit, ben écoute, on va faire un contrat, je te promets que je vais suivre cette série sur l'homme, comme toutes les explications manquaient pour Influence, je vais le suivre pour essayer de suivre toute cette démarche dans le détail. Et on a signé un papier sur la nappe. Ferit s'était engagé à publier l'œuvre de l'homme quand il serait fait, et moi je m'engageais à faire un texte pour l'accompagner. Donc mais ça le bout de nappe a disparu. Ferit n'a pas tenu sa promesse puisqu'il n'a pas. Il a fait un compte d'auteur. Oui, il n'a pas. Oui, il a fait un compte d'auteur. Mais moi, je suis venu, et je venais tous les mois, chaque fois qu'il y avait une maladie, il terminait une maladie, il en prenait des fois les symptômes, et il m'expliquait, donc je prenais des notes et tout ça, et puis un jour j'ai écrit cette sorte de conversation avec lui, un peu à la Diderot, comme le neveu de Rameau, c'est-à-dire d'essayer d'amener les gens à rentrer dans ce travail qui apparaît mystérieux quand tu vois des têtes et que tu ne comprends pas trop pourquoi il accumule ça. Alors il se disait aussi à ce moment-là, je me souviens, il disait de lui qu'il était docteur Arslan, tu te souviens, il utilisait cette expression. Oui, on a joué avec ça dans le... Mais rappelle-toi, moi ce qui m'a énormément marqué, il avait donc beaucoup d'amis psychiatres, il a lu des centaines de livres sur les maladies de schizophrénie, etc. Oui. Et toi, tu as pris le train qui passait parce que c'était peut-être pas non plus un intérêt pour toi au départ. Ah si, oui, mais ça m'a passionné de la même façon. C'était une découverte parce que tous ces livres de psychiatrie sur le 19e siècle et tout ça faisaient parler les malades, et c'est ce qui amusait beaucoup Yüksel. Les maladies les plus terribles, il y avait des témoignages et c'était des grosses parties de rire. Il riait beaucoup de toute cette humanité, et moi on trouvait tous les deux d'ailleurs, mais moi je trouvais précisément une espèce de correspondance aussi avec la poésie. C'est pour ça qu'après d'ailleurs dans les influences il a repris les poètes qui étaient un peu malades mentaux et tout ça. Et de toute façon, toujours quand il démarrait une série comme ça, elle évolue, c'est-à-dire qu'il a fait d'abord la création de l'univers, après il a fait qu'est-ce que l'homme, et vite il va vers les maladies mentales, il est allé vers les animaux aussi, il est allé vers les plantes. Oui, parce que il avait commencé pour faire un livre sur l'homme en général et tout ça, et puis très vite ça l'a pas intéressé, tout le côté les os, tout ça, squelette, c'était pas son truc, donc il a tout de suite été vers le système nerveux, et le système nerveux, il ne voulait pas non plus garder ce côté scientifique du système nerveux, il s'est tout de suite intéressé aux maladies. Et au départ c'était assez vague parce que il employait des termes assez vagues, et puis
tout d'un coup, les maladies sont devenues de plus en plus précises. D'ailleurs, lui, on avait des fois les symptômes quand il était, par exemple, les collectionneurs. Oui, les collectionneurs. Il a collectionné les boutons, il allait dans le bois de Vincennes, il ramassait. D'ailleurs, un jour, il s'est fait arrêter par des flics à cheval, parce qu'ils lui ont demandé ils ont vu ce type en short qui ramassait des trucs dans le bois de Vincennes et ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce type, enfin bon, il avait fait appeler Lydie. Oui, ils ont appelé Lydie pour le sortir de là. Et donc c'est devenu le pacte. Moi je l'ai respecté pendant 8 ans, je l'ai écouté pendant 4 ans pour le premier tome et 4 ans pour le deuxième. Et tous les mois je venais, donc je passais la journée à prendre des notes à lire ses cahiers, à des fois lire les livres. Lire les Arthur aussi, qu'il t'enlevait sous le nez en 2 secondes. Ah oui, non, il était très impatient, c'était un peu une épreuve, il fallait lui arracher l'information. Et ce qui était très important quand tu le faisais, au moment où tu le faisais, il y avait peut-être une dizaine d'Arthur, c'était encore frais dans son esprit, parce qu'il oubliait. Après. Oui, il oubliait. Et puis, c'est pour ça que tout d'un coup, il s'est intéressé de plus en plus aux commentaires, à ce qu'il y avait autour. C'est pour ça qu'il a commencé à écrire de plus en plus sur les Arthur. Parce qu'au départ, il y avait moins il y avait quelques citations. Mettons Mayakovsky, il y a 3 phrases ou 4 phrases. Alors que là, petit à petit, il s'est mis. Et puis, il est tombé sur une maladie qui l'a fasciné, qui correspondait à savoir dans son esprit à quoi, c'est la schizophrénie. Et il a lu énormément de livres sur les schizophrènes et il y avait des témoignages extraordinaires de schizophrènes et il a de plus en plus écrit sur les Arthur, recopié tous ces pans entiers de littérature schizophrène. Après, il a quand même une petite bouffée d'air, il revient aux nouvelles influences. Oui, et puis de temps en temps, il a des distractions quand c'est un peu trop lourd, toutes ces maladies. Ben, il parle de sexe. Donc tout d'un coup, il lit une vingtaine de bouquins sur les gens qui se masturbent ou sur Une anecdote suffisait, il lit que Emmanuel Kant se masturbait sur un chêne, hop, une Arthur. Oui. Ça lui fait et puis là, c'était des périodes où il était plus détendu parce qu'il revenait. Le sexe a toujours été quelque chose de réjouissant pour lui. Tout ça, il n'y a pas cette morale du sexe. Et alors, c'est les cathos qui ont foutu de la morale sur tout ça. Au départ, le sexe est quelque chose de très naturel et de très sain dans des tas d'endroits du monde, et surtout dans les arts primitifs. Il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas... Et ça, il adorait ça. Et puis, donc après, il va vers sa série, quand tu dis qu'il a de plus en plus, ses Arthurs sont remplis d'écriture, et il va donc il est très excité un jour, il me dit, j'ai une idée, je vais faire le journal. Oui, mais ça c'est venu petit à petit, parce qu'il s'est rendu compte, moi j'ai écrit d'autres articles que l'homme sur lui, et tout d'un coup, je me suis aperçu que ce qu'il écrivait, ce qu'il prenait de tous les auteurs, c'était leur point le plus conscient, c'était la conscience la plus grande, et ça correspondait à son désir de conscience, lui, à son engagement, et il se retrouvait de plus en plus dans les philosophes ou les penseurs sur lesquels il faisait une Arthur. Oui, et en 2009, j'ai écrit dans un article, avant qu'il fasse le journal, je suis de plus en plus frappé au fur et à mesure qu'il me présente ses Arthurs, d'y entendre les échos de sa propre voix, d'y voir le reflet de son propre esprit. Arslan trouve chez chacun de ses grands maîtres un écho de son art. Il se retrouve aussi bien dans l'étude de l'homme de Pascal que dans le poète, toujours le même, du commencement à la fin du monde, de Tsvetaeva, ou l'universalité de l'individu de Heine, comme s'il avait besoin de la caution de ses aînés et qu'il se plaçait humblement dans le cercle, parce qu'il n'était pas, il avait besoin de cette protection avant de s'exprimer lui-même et de faire son propre, prendre en charge sa propre voix. De dire je. Oui, il a eu besoin de s'approprier tous ces esprits qui le protégeaient et qui lui permettaient de s'exprimer. Donc quand il a lu ça, il a compris que c'était sa propre voix qu'il fallait qu'il dégage par la suite. Bon, et ça s'est aussi fait comme ça. Moi, je trouve aussi que c'est un journal de maladie.
c'est un journal intime aussi, cette oui, c'est-à-dire que ça s'est trouvé qu'il a commencé le journal au moment où il était malade, où il avait des opérations, et donc il a noté ça. Ça l'éloignait pas de toutes les maladies qu'il avait traitées avant. C'était lui le sujet. Mais quand même, c'est le hasard, parce que je pense qu'il aurait fait le journal quand même s'il n'avait pas été malade, mais il en aurait fait autrement. Parce que c'était quelqu'un de très sain, qui avait une vitalité, un besoin de vie très fort, et je pense qu'il aurait fait ce journal autrement s'il n'avait pas été malade. Maintenant, le journal, c'est sa maladie. C'est sa maladie, et ça a donné les choses drôles de voir quand même, les médecins lui demandaient mais où sont vos analyses, etc. Et lui il disait mais je les ai plus, mais en fait il les avait collées sur les Arthur, oui. Hein, les échographies et compagnie. Oui, mais c'est-à-dire qu'en même temps, ces Arthur du journal, il y a aussi, il n'est pas seul. Et chaque Arthur, c'est jamais lui, son journal tout seul. Il a besoin de parler d'un auteur qu'il aime en même temps. Il reprend toujours les mêmes. C'était sa famille, Valser, Pessoa, tous ces gens-là. Et il a besoin de reprendre ces gens-là pour que son journal existe à côté. Ça n'avait rien à voir, des fois. C'était sa lecture du moment. Il avait accumulé, tout d'un coup, il découvrait un livre qui lui amenait une sorte de nouvelle idée par rapport à l'auteur, et hop, il avait une idée d'un Arthur et il mettait son journal dessus. Et toi, tu lui avais, j'estime que tu lui as soufflé ce mot qu'il a beaucoup utilisé ensuite, qui était celui de l'identification. Oui, ben j'ai dû le. Ouais. Mais lui, j'avais écrit, c'est le grand mot identification. Il se retrouve dans la pensée de tous ses créateurs. Ils sont le miroir de sa propre pensée, forment sa pensée, deviennent sa pensée. Mais lui-même, donc après, disait, je m'identifie au poète que j'aime. Il a toujours, après... Il utilisait cette... Oui, il utilisait ce... Mais moi, j'ai rien inventé, c'est parce que je l'ai écouté. Finalement, je suis pas un accompagnateur de Yüksel, je suis une sorte d'écho et aussi de guide pour que les gens rentrent dans son œuvre. Moi, je ne suis jamais présent que comme un écho. Et alors, tu vois, en France, on a l'habitude de classer toujours les artistes comme surréalistes ou telle école ou etc. Qu'est-ce qu'on peut dire à un public qui ne connaît pas Yüksel ? Comment on peut le faire découvrir ? Tu penses qu'il faut parler de sa technique ? C'est toujours sa technique unique déjà ? Peut-être parce que c'est un des rares artistes qui a créé son propre mode d'expression. Donc il ne fait pas de la peinture, il n'utilise que des couleurs naturelles, il prépare une espèce de mixture préhistorique pour faire des fonds qu'il gratte, et il n'emploie que des choses naturelles. Donc, sauf le bleu qu'il n'avait jamais trouvé dans la nature. Oui. Ouais. Donc on peut dire ça, puis aussi ça. Moi j'ai toujours aussi pensé que c'était un artiste, un lecteur, un grand intellectuel aussi. Oui, mais c'est tout à fait. C'est surtout pour moi, il n'y a pas d'étiquette à lui-même. C'est une sorte d'enlumineur. C'est presque dans le sens du Moyen Âge, des moines du Moyen Âge. Il était dans sa cellule ici, et il lisait, et une image se propageait en lui, et il la réalisait. Aussi des planches presque encyclopédiques. Certains ont vu des planches encyclopédiques dans certaines Arthur. Oui, mais enfin, c'était surtout un grand lecteur. Il avait besoin, parce que c'était sa propre conscience qu'il retrouvait dans tous ses auteurs, dans tous ses poètes. Et finalement, ce qui nous a le plus rapprochés, c'est la lecture des poètes. Parce qu'on s'est échangé des poètes, il m'a passé certains livres que je n'avais pas, il en a pris dans ma bibliothèque. Donc ça veut dire que c'était notre langue commune, la poésie. Parce que je pense que lui était profondément marqué par la poésie. Alors, est-ce qu'on termine en évoquant cette visite magnifique qu'on a faite à Eyüp, à Istanbul, dans ce quartier où on l'accompagne en 2009, où il a une rétrospective de toute son œuvre. Et moi, vraiment, ce qui me marque, on arrive 2 jours avant le vernissage, on nous dépose là, dans son quartier, il a plus de 70 ans, et moi, je le vois courir dans son quartier, nous dire, là, c'était là qu'il y avait ma maison, là qu'il y avait ma mosquée.
Je trouve qu'on a été chanceux de vivre ce moment avec lui. Ah oui, c'était très touchant. Mais ce qu'il y a d'assez drôle, c'est que moi j'ai fait un voyage bien avant, dans les années 50, en 57, en pique-nique, un peu, enfin... En Turquie? Oui, j'ai fait le voyage à pied de Paris à Jérusalem, sans argent, en stop, en partant tous les matins. Et j'ai atterri à Istanbul. J'y suis resté peut-être une semaine à Istanbul, ou peut-être 10 jours, parce que je suis parti sans argent, donc je travaillais sur lieu ce que je pouvais. Et j'ai été visiter Eyüp par hasard. J'ai pris un bateau sur la Corne d'Or, là, et j'ai été au bout, au cimetière d'Eyüp, et à l'endroit où... Ce qu'on fait avec lui 40 ou 50 ans après. Oui, ce que je ne connaissais pas, je n'avais aucune idée. J'ai simplement retrouvé dans mon carnet Eyüp, parce que j'écrivais sur place. J'ai dû rester au bord du Phosphore, ou je sais pas, au bord, c'est de la Corne d'Or. La Corne d'Or. Oui, j'ai dû rester au bord de la Corne d'Or à un moment, c'était un soir, et j'ai dû noter, je suis à Eyüp, et après, quand Yüksel m'a dit qu'il venait là, j'ai imaginé exactement ce que c'était pour lui, le fait qu'il aille à Istanbul, qu'il passe sa nuit avec des artistes dans des petits bars et des cabarets. Enfin, oui, à boire un peu du raki, et j'allais dire arak, mais c'est au Liban l'arak. Ouais. Et donc, elle va boire du raki, et il m'a dit un jour que il n'avait pas les moyens quand la nuit, dans la nuit, quand il retournait chez lui, il n'avait pas les moyens de se payer de taxi, donc il allait à pied. Il faisait tout le tour de la Corne d'Or à pied, et moi ça m'est arrivé aussi à Briançon où j'avais pas d'argent. Je faisais, je sais pas, une dizaine de kilomètres dans la montagne le soir pour regagner l'endroit où j'étais. Et j'ai pensé avec lui, on en a parlé, que finalement, le fait de marcher quand on est pauvre, ça ouvre la tête à beaucoup de choses. Je pense que c'est des moments formateurs. Quand tu es tout seul et que tu dois rentrer comme ça et que tu as des kilomètres à faire. Tu avances dans ta tête, quoi. Oui, ouais. je pense. Ouais. Et ça a été un très grand plaisir de voir avec toi la façon dont il s'est retrouvé dans le cimetière où il jouait gamin, au milieu des tombes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tombes dans son œuvre. Ah oui, partout, ça l'a énormément marqué. Et puis, il gambadait, comme tu dis, comme un cabri pour essayer de retrouver sa maison, mais tout avait disparu. Il a simplement retrouvé une fontaine où sa sœur avait donné rendez-vous à son amoureux, où on avait envoyé sa sœur chercher de l'eau, elle est tombée sur un type qui est devenu son mari. Mais qui l'a enlevé. Oui, qui l'a enlevé. Ouais. Donc il était vachement content. Il était très excité. Oui, et on a vécu ça. Ça, c'était très beau, et c'est une grande rétrospective. Il y avait au moins 500 œuvres, oui, et qui venaient de toutes les collections du monde. Toutes les collections. Et ça, c'était une découverte. Il y avait au moins trois étages du musée. 3 étages, magnifique. On a vu ça, on n'a pas vu Lisbonne, mais on est là d'une manière ou d'une autre. Merci Jacques.